La seconde partie de notre débat consacré ce soir au Nigeria. Abuja, vous le savez, la capitale politique a été visée par un attentat hier qui a fait 71 morts et plus de 120 blessés. Le pays est aujourd'hui la première économie du continent, devançant l'Afrique du Sud, mais un géant, on l'a dit, au pied d'argile. Mathieu Guider, est-ce qu'il est difficile justement de faire des affaires dans le pays? On parlait tout à l'heure de la piraterie, notamment. Il y a des installations pétrolières qui sont attaquées au large des côtes nigérianes. Elles sont attaquées par qui? Oui, alors on peut toujours se gargariser de chiffres et dire c'est la première économie du pays. La vérité est un peu moins glorieuse. Il y a juste 3 États sur 36 qui produisent du pétrole. Première disproportion entre les États. Déjà, c'est un État fédéral, donc on n'a pas les mêmes régions. Deuxièmement, il y a environ 160 millions d'habitants qui vivent avec moins de $2 par jour. Donc, alors on peut mettre dessus, dire il y a de l'injustice, il y a des inégalités. C'est pire que cela. Nous sommes dans de l'injustice flagrante qui a produit ce terrorisme. La secte Boko Haram est née sur un besoin de justice sociale, sur un besoin de redistribution. Et aujourd'hui, non seulement vous avez dans le delta du Niger des enlèvements quasi hebdomadaires avec des paiements de rançon, mais qui ne sont pas du tout le fait des groupes islamistes qui sont au nord. On a au nord un début d'enlèvement. On l'a vu avec notamment des familles françaises qui ont été enlevées. Et on l'a vu avec des ressortissants qui sont toujours détenus. Mais on n'est pas encore dans le terrorisme qui vise les installations économiques du Sud. La secte ne s'est pas encore étendue jusqu'à présent. Récemment, pour l'instant, donc il n'y a pas d'attaque de plateformes pétrolières Les attaques, il y en a beaucoup, des plateformes pétrolières et dans le delta, mais ils ne sont pas le fait des groupes crapuleux. C'est crapuleux, c'est une culture. Il y a des milliards qui sont perdus. Pompés à la paille, voilà, on pompe directement sur les pipes le pétrole, et la piraterie, c'est sur les bateaux des sociétés de services, des sociétés parapétrolières. Ouais. Donc les attaques, les bateaux, comme ils le font, la piraterie qu'on trouve en Somalie ou ailleurs, c'est dans tout le golfe de Guinée, ça s'est fait depuis des années. Mais ce ne sont pas des islamistes. Ce sont des actes crapuleux. Des actes crapuleux qui rapportent beaucoup d'argent, d'ailleurs, des millions à leur individu. Et pourquoi là, l'État ne fait rien? Ce n'est pas qu'il ne fait rien, en fait. C'est qu'on a cette différence entre le nord et le sud, déjà. C'est-à-dire lorsqu'un président chrétien veut faire quelque chose au nord, il est perçu plutôt comme un chrétien qui veut tuer des musulmans. Lorsqu'on a un président plutôt... il faut dire que le président actuel est chrétien, mais il est porté par un parti qui est majoritairement musulman. Donc on a d'abord cette perception qui empêche véritablement d'agir. Il y a ensuite des luttes au sein de l'armée, c'est-à-dire on a des individus qui n'ont aucun intérêt à ce que la situation s'améliore parce qu'ils tirent des ressources phénoménales de l'armement, de la vente d'armement. Et puis, comme opportunément arrive cette déclaration, annonce « Oh, mais on s'est trompé au cours des 20 dernières années » et c'est à quelques mois des élections présidentielles et législatives générales. Donc aujourd'hui, personnellement, je ne crois pas que c'est en faisant une action de communication qu'on résoudra, de communication de la part du gouvernement et des instances qui le soutiennent globalement, qu'on arrivera à résoudre les problèmes du Nigeria. Le Nigeria a des problèmes de sous-développement gravissimes, profonds. Il n'y a aucune comparaison avec l'Afrique du Sud. Je rejoins parfaitement le diagnostic qui a été fait. Il suffit juste d'aller dans les deux pays pour le voir. Il n'y a même aucune comparaison avec l'Algérie. On oublie un autre État. On veut comparer du terrorisme. Eh bien, on a un autre État qui est soumis au terrorisme depuis 20 ans maintenant. Et qui l'a combattu, le terrorisme. Et qui l'a combattu et qui est résiduel à peu près de la même façon qu'au Nigeria. Mais dans les infrastructures, dans les pays, certes, les Algériens sont à 250 milliards, ils ne sont pas à 500 annoncés par les Nigérians. Mais tout de même, l'Algérie est un pays beaucoup plus développé et largement plus développé que le Nigeria. Personne ne le nie, puisque l'Algérie n'a pas 170 millions d'habitants, et l'Afrique du Sud non plus. Donc si vous comparez des pays qui ont 4 fois moins d'habitants, évidemment, ils ont des problèmes légèrement plus simples. Le Nigeria a quand même une difficulté particulière, c'est qu'il y a une croissance démographique très forte, c'est une très grande puissance démographique, et donc c'est un pays qui a des difficultés de gouvernance objective. C'est pas seulement de la mauvaise gouvernance, c'est extrêmement difficile, dans une économie en pleine surchauffe, d'apporter les services, l'éducation au rythme de la croissance démographique et de la croissance économique. Il faut bien voir que le Nigeria progresse d'à peu près 30 milliards de PIB par an, 30 à 35 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent d'une Côte d'Ivoire plus un Bénin,
ou d'un Ghana plus qu'un Togo. C'est un pays qui progresse comme si on crée, parmi les pays d'à côté, comme si on en créait 2 par an. C'est quelque chose qui a un rythme extraordinaire. Et encore une fois, la diabolisation du Nigeria est un exercice habituel. Mais évidemment, si vous comparez le Nigeria à l'Europe, à l'Algérie ou à l'Afrique du Sud, vous allez diaboliser le Nigeria. Mais moi, j'ai été 3 fois au Nigeria dans les 2 derniers mois, dont la semaine dernière. Il y a des problèmes de sécurité, c'est évident, qui sont combattus, mais avec peu de succès. Et il y a une économie extraordinairement créative et en pleine expansion, avec de gigantesques travaux, par exemple, agricoles. Ça, c'est la question, parce qu'une fois qu'on a tiré le pétrole, est-ce qu'il y a un développement des entreprises, d'un tissu industriel Parce que c'est ça, finalement, ce qui compte pour un pays. Ce n'est pas uniquement de pomper les richesses pétrolières, mais c'est que l'argent soit non seulement redistribué, mais qu'on crée un tissu industriel. Oubliez, on vous a dit 3 États seulement produisent du pétrole. L'État le plus riche, c'est l'État de Lagos, qui ne produit pas de pétrole. Oubliez, le pétrole, c'est 15% du PIB. Regardez l'agriculture, c'est 35%. Et ce qu'il y a d'intéressant au Nigeria, c'est qu'il s'agisse du riz, qu'il s'agisse du sucre, qu'il s'agisse du coton, qu'il s'agisse des oléagineux, on est en résurrection agricole. Donc il y a 170 millions de gens qui travaillent. Il y a quelques centaines de milliers de terroristes. Il y a un gouvernement qui n'est pas puissant, qui certaines fois est impuissant. Mais il y a 170 millions de gens qui travaillent. Il ne faut pas diaboliser ça. Ce qui est toujours choquant, c'est en effet de parler d'un pays qui a plus de 7% de croissance, qui est le premier producteur de pétrole sur le continent, et comme le rappelait Mathieu Guider, où la population vit avec $2, moins de $2 par jour. C'est ça qui est toujours... Antoine Glaser. Comme le reste de l'Afrique subsaharienne. Mais Lionel Zinsou a amorcé l'histoire de la gouvernance. J'ai horreur de ce mot, mais je veux dire, c'est le pays de la corruption. Je veux dire, on parle de la sécurité. Tous les généraux nigérians, c'est un pays, il y a tellement de fric que chacun essaye de pomper pour sa famille et son clan. Les généraux algériens aussi. C'est ça l'histoire. Et moi, je connais les confidences, par exemple, de militaires français qui ont essayé, à un moment donné, on leur avait demandé de faire de la coopération dans l'armée nigériane. Ils m'ont dit, en dehors de quelques généraux avec qui on peut discuter, ils ne veulent pas nous voir, ils veulent surtout pas. Quand on fait de la coopération militaire chinoise, quand on fait de la coopération militaire russe, quand on fait de la coopération militaire ukrainienne, c'est un invariant. C'est un invariant. Allez, Antoine Glaser. C'est pas nigérian. C'était la coopération franco-nigériane que vous essayez de promouvoir. Et donc, à l'époque, c'était avec Nicolas Sarkozy, comme ça l'a été avec Jacques Chirac, et demain avec François Hollande, avec vous, et vous verrez comment ils ne veulent pas entendre parler de cette coopération, parce que chacun mange, comme on dit en Afrique. C'est ça la réalité du Nigeria. Mais vous parlez d'une petite élite corrompue. Je vous dis qu'il y a 170 millions de gens qui travaillent. Lionel Zinsou, moi j'ai lu un article, que vous avez peut-être lu, j'ai lu un article de Anne Picard qui travaille chez Shell au Nigeria, et d'ailleurs c'est sorti sur Wikileaks. Elle disait qu'au départ, en fait, des pétroliers, en fait, il faut des autorisations, et vous ne pouviez pas avoir l'autorisation du départ d'un pétrolier si vous ne versez pas un pot de vin. C'est-à-dire qu'un pétrolier ne peut pas quitter. Vous êtes sûr que c'est à Shell c'est à Shell qu'il faut demander ce qui est corrompu, qui est corrupteur? Vous êtes sûr que c'est l'entreprise au monde? Vous êtes sûr que c'est les entreprises extractives britanniques au Nigeria à qui il faut demander qui est corrompu et qui est corrupteur? Moi, je n'en suis pas sûr du tout. Encore une fois, par exemple, vous, que l'élite soit corrompue, Lionel Zinsou, c'est vous qui travaillez par exemple au Nigeria, est-ce que... C'est certain. Et il y a 170 millions de citoyens qui travaillent pour survivre, qui créent de façon exceptionnelle, et ils sont ouvriers, ils sont agriculteurs. Regardez la résurrection agricole. Ils bossent, ils sont artistes. C'est un pays vibrant de créativité. Et le fait que vous ne pouvez pas opposer qu'il y ait 45 généraux corrompus, mais enfin... Prenez 45 généraux chinois, prenez 45 généraux algériens. Qu'est-ce que vous voulez? Ça n'explique rien. C'est anecdotiquement formidable. Ça permet de diaboliser un pays africain. Et derrière ce pays qui représente le tiers du continent et la moitié de l'Afrique subsaharienne, ça permet de diaboliser l'Afrique subsaharienne. 170 millions de gens travaillent honnêtement, et vous n'allez pas opposer à ce pays 100 000 corrompus. Il y a 100 000 corrompus, c'est 100 000 de trop. Il y a 170 millions de gens qui travaillent. Et nous avons quelques dizaines de milliers de compatriotes français qui font un travail extraordinaire dans le domaine de la construction, dans le domaine des services. C'est possible, mais qui aujourd'hui sont parmi les premiers investisseurs. Mathieu Guider. Et ensuite, je crois qu'on parle de Nollywood quand même. J'aimerais juste qu'on arrête de parler de diabolisation. Il n'y a personne qui diabolise personne, ni rien du tout.
Non, il ne faut pas... C'est ça, je veux dire, alors si je fais de la diabolisation, vous faites quoi? L'inverse, c'est-à-dire vous faites l'éloge de ce gouvernement nigérian. Mais je ne parle pas du gouvernement nigérian, je vous parle des Nigérians. Il n'y a pas de diabolisation. Il n'y a pas de diabolisation, c'est très important. Le mot a été répété un peu trop longtemps. Il n'y a pas de diabolisation. Je maintiens qu'il y a une diabolisation. L'autre mythe... Il n'y a pas de diable d'ailleurs dans le Nord. Exactement. L'autre mythe, c'est celui de cette puissance démographique. Ce n'est pas une puissance démographique. Dans le Nigeria, aujourd'hui, c'est un handicap démographique. Un pays qui croît à ce rythme-là, je veux dire, ce n'est pas parce que vous devenez 1 milliard que vous êtes une puissance économique. Regardez le Japon, il n'a pas les membres, il n'a pas le nombre d'habitants de Nigeria, ça ne l'empêche pas d'être la deuxième économie du monde et la deuxième puissance économique mondiale. Donc il faut cesser avec ce mythe de la puissance démographique. Ce n'est pas parce que les Nigérians vont devenir les plus nombreux en Afrique que forcément ils deviendront une puissance démographique. C'est un handicap. Et l'une des raisons peut-être auxquelles devrait s'attacher le gouvernement du Nigeria, c'est prendre ce problème à bras-le-corps, c'est-à-dire faire ce qu'ont été fait dans d'autres pays africains, parce que tout le monde peut s'étendre et peut faire des enfants autant qu'il voudra, mais il faudra à un moment donné que le gouvernement mène une vraie politique de planning familial, une vraie politique de conscientisation. Très radical. Là, vous êtes très radical. Il n'y a pas de radical. Parce que vous vous rendez compte, le débouché de l'industrie, le débouché de l'agriculture, c'est cette population qui y croit. C'est une formidable chance. Bollywood. Nollywood, Antoine. Nollywood. Non, mais Nollywood, il faut en parler, Francis Patinet. Je voudrais qu'on en parle parce que c'est quand même une industrie cinématographique, la deuxième plus importante au monde, que Lionel Zinzou disait. Oui. Voilà, la créativité de ce pays et qui rapporte aussi au pays. Absolument, parce que là où je suis d'accord avec Lionel, c'est que c'est un pays qui bouge, c'est un pays qui grouille, c'est un pays de créativité au niveau des arts, que ce soit la peinture, la sculpture, mais également le cinéma. C'est vrai que, nous, depuis tout petit, moi j'étais au Bénin, au Dahomey à l'époque, c'est vrai que le cinéma, même le début du cinéma africain, c'était nigérian. Et donc c'est un pays, il faut rendre grâce à... Là où je me sépare de Lionel, c'est que le Nigeria, pour être leader suppose qu'on ait des responsabilités. Or, c'est un pays qui fuit ses responsabilités au plan continental. Depuis 1990, depuis la mort de Abacha, le dictateur Abacha, le Nigeria n'a pas de politique étrangère. Je suis désolé de le dire au plan régional, même au niveau de la... Je trouve qu'ils ont beaucoup reculé. Il n'y a pas de politique étrangère dynamique. Les interventions, c'est à reculons qu'ils sont intervenus au Mali. En Guinée-Bissau, au Mali, en Côte d'Ivoire. Oui, à l'époque, il y avait les Comores, au Libéria, en Sierra Leone. Avec des effets collatéraux bien connus. Il n'y a pas de diplomatie. Il y a une culture forte dans ce pays, parce que la culture Yoruba, la culture Hausa, la culture Peul. Et c'est vrai que ça fait plaisir de visiter le siège des Nations Unies à New York et de voir que les pièces africaines, vraiment de belles pièces africaines, viennent du Nigeria. Et c'est à l'honneur de ce pays qui, malheureusement, ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer. Antoine Glaser, sur la créativité aussi de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs comment est né Nollywood ? C'est en fait, c'est à partir, ils ont quand même, on dit Nollywood, on dit par rapport à Bollywood. Et à Hollywood aussi. Et aussi, et à Hollywood. Mais c'est vrai que la créativité dans l'art, c'est absolument incroyable. Et à contrario, en disant sur la corruption et autres, c'est incroyable, l'inventivité, la créativité. Vous prenez un ascenseur dans un grand hôtel au Nigeria, immédiatement le type, il vous tend sa carte pour faire du business, du commerce avec vous. Le nombre, même dans entre guillemets, dans la crapulerie, ils ont eu des inventions. Tout vient du Nigeria. Quand on dit l'arnaque à la nigériane, enfin, je veux dire, je rentre de diaboliser, mais l'arnaque à la nigériane, ce sont encore les Nigérians qui ont inventé ça, avec les cartes bleues et autres. C'est vrai que c'est un grand pays, mais je suis complètement d'accord avec Francis Patindé. Ils sont restés vraiment un peu comme l'Afrique du Sud, quelque part, bunkériser l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. Mais vraiment, je pense aussi que, je pense pas que le précaré francophone, que la France a beaucoup aidé aussi les intérêts croisés, l'ouverture finalement, parce que l'intérêt de la France était d'affaiblir le Nigeria par rapport à ses anciennes colonies qui étaient totalement balkanisées par rapport au puissant Nigeria. Mais c'est vrai que c'est quand même un pays qui est vraiment fermé, très intéressant, fermé sur lui-même. Et on va voir ce que la monnaie va donner, parce qu'à un moment donné, on a dit qu'il y a la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, et eux, il y a la communauté des États de développement de l'Afrique de l'Ouest avec tous les pays anglophones et francophones. Mais c'est vrai que c'est important de voir, est-ce qu'un jour, pour moi, le vrai test de la région, ça va être une monnaie commune pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Ça va être ça, le véritable enjeu.
Et ce sera pour quand, ça? Sachant qu'ils investissent beaucoup maintenant en Afrique à la fois francophone et anglophone, au Ghana et en Afrique francophone, notamment dans le domaine des services, notamment dans le domaine bancaire. Donc il y a une sortie du Nigeria qui se projette en dehors de ces frontières. Et pour cette monnaie commune, ça pourrait être pour quand? Ils en discutent déjà? Ça, il faut demander aux spécialistes. Non, il y a une recommandation de la CEDEAO, de l'organisation commune, qui est une espèce de marché commun. Et quand cette intégration sera faite, quand ce marché unique existera, où aux 170 millions de Nigérians, vous ajouterez 150 millions d'autres Africains de l'Ouest, là, pour le coup, ce sera une vraie puissance, même s'ils sont très nombreux, font beaucoup d'enfants. Et quelle est la perspective de grand marché unique? C'est quoi? C'est 5 ans? C'est 10 ans? Vous allez aller très probablement vers une espèce de zone monétaire dans laquelle vous aurez des liens plus ou moins fixe, un peu le serpent monétaire européen, vous voyez, parce que c'est difficile d'avoir le franc CFA qui est un môle de stabilité et le Naira nigérian qui devient très volatile. Et donc, très probablement, il y aura d'abord, avant de monnaie commune, des marges de fluctuation faibles. Même chose avec le cedi du Ghana. Et quand vous aurez ça, alors vous aurez un marché commun. Et alors, la croissance des 7% du Nigeria paraîtront un chiffre faible. Et la France à ce qu'on atteindra. Juste pour dire que cette monnaie n'existe pas encore, mais elle a déjà... Mais vous ne pourrez plus écrire de livre, Antoine, si la France n'est plus rien dans cette région-là. Qu'est-ce que vous écrivez? Pauvre France. Juste une petite précision. La monnaie n'existe peut-être pas encore, mais elle a un nom déjà. Ça sera l'ECO. ECO, ça ressemble un peu à l'euro. Et ECO par rapport à ECOWAS, qui est la CEDEAO, le nom. Oui, mais ça va être ECO des savanes. C'est ça. Donc voilà. Vous voyez la créativité. On n'a pas de monnaie, mais on a déjà un nom pour la monnaie. On a déjà un nom pour la monnaie. C'est bien. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat sur le Nigeria. Vous restez avec moi. Karim Yayaoui est là. Bonsoir. Bonsoir Karim. On va parler donc de ce qui a fait le buzz, comme chaque soir, sur les réseaux sociaux. Et on va revenir sur le Nigeria et sur donc l'enlèvement de ces 100 lycéennes qui se seraient produites donc dans le nord-est du pays. Alors, ce n'est pas l'actualité qui a fait le buzz dans les médias occidentaux, mais toute la presse africaine, et notamment du côté du Nigeria, en parle. Le site Daily Trust parlait encore de 200 filles qui ont été enlevées à Borno. Alors, c'est moins que ça, mais il raconte les conditions assez incroyables de cet enlèvement à bord de camions. Certaines ont réussi à sauter, à s'enfuir lorsqu'ils ralentissaient. D'autres se seraient accrochés à des branches lorsqu'ils passaient à côté d'arbres pour trouver refuge parfois dans des villages environnants ou réussir à retourner chez elles. En tout cas, sur cet article, on trouve le visage du chef de Boko Haram qui avait déjà annoncé dans une vidéo que le groupe envisageait d'enlever des jeunes filles. Alors, autre site d'information du Nigeria, le Guardian, ce n'est pas le journal britannique. Ici aussi, évidemment, ces enlèvements, mais aussi les attentats sont largement évoqués. D'ailleurs, le site revient longuement sur une chronologie macabre de tous les attentats qui ont frappé le pays, ou plutôt la capitale, depuis décembre 2010. Et il y en a eu quelques-uns. Et puis ce site internet, Osun Defender, qui donne la parole à des responsables régionaux de Borno et de Yobe, notamment, qui montrent du doigt, qui désignent des responsabilités au sein des services de sécurité qui auraient permis à Boko Haram d'agir. En tout cas, c'est leur voix qui est entendue. Ils demandent aussi à ce que l'état d'urgence ne soit pas prolongé après le 19 avril. Alors, il y a une autre histoire qui fait un petit peu le buzz du côté du Nigeria, une histoire moins sordide et moins macabre, mais en tout cas, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est cette histoire des téléphones en or. Au mariage de la fille adoptive de Goodluck Jonathan. On en parle sur le site de Jeune Afrique. On en parle aussi sur le site afrique.com. Alors le titre est assez clair. C'est Goodluck Jonathan lui-même qui aurait offert des iPhones en or. Évidemment, la polémique n'a pas tardé à suivre, notamment sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux ont partagé les images de ces iPhones en or. Alors celui qui les a créés est un célèbre designer dans les produits de luxe. Il a tweeté pour essayer de faire retomber cette polémique en expliquant que la présidence n'avait strictement rien à voir dans cette affaire, que ce n'était pas eux qui avaient offert ces iPhones. Ça n'a pas empêché cette polémique de s'amplifier et les tweets ironiques comme celui-ci, on comprend où va la croissance, écrit Call Me John B. Créativité à la nigériane. Voilà.
En France, une annonce passée sur Internet qui change la vie d'un tribunal français. Vous nous racontez ? Alors là, c'est la créativité des avocats. Du côté de la France, c'est la petite histoire qui fait le buzz en ce moment. Du côté du tribunal de grande instance d'Orléans, c'était un petit peu compliqué. Les dossiers s'accumulaient, les retards aussi. Alors on a passé une petite annonce sur le site Le Bon Coin, qui est un site très célèbre, très utilisé en France, pour essayer de trouver quelqu'un qui vienne travailler au tribunal de grande instance d'Orléans pour s'occuper des affaires familiales, un juge des affaires familiales. Alors évidemment, c'était une initiative ironique, mais à la fois un petit peu désespérée. C'est ce que raconte celui qui est derrière cette initiative, maître Ladislas Wedrichowski, qui est à l'origine de cette démarche. Il explique qu'on en avait marre d'attendre, le justiciable en a marre d'attendre, alors on a pensé que c'était une façon originale de tirer un signal d'alarme, et ça a marché, puisque le site de l'Express nous explique qu'à partir du 5 mai prochain, ce n'est pas un avocat, mais 2 avocats qui vont être dépêchés au tribunal de grande instance d'Orléans. La petite annonce est passée lundi, et mardi déjà, on réagissait du côté du ministère de la Justice. La petite désillusion de Nicolas Sarkozy ? Alors la petite désillusion de Nicolas Sarkozy, c'est par rapport à cet article paru lundi, où Nicolas Sarkozy fanfaronnait un petit peu « Je fais une tribune et tout s'arrête ». Alors vous vous souvenez de cette tribune qu'il avait publiée dans le Figaro, mais aussi sur sa page Facebook, après cette affaire des écoutes téléphoniques. Alors pour lui, grâce à lui plutôt, les ventes du Figaro ont augmenté de 122%, et sur sa page Facebook, le nombre de likes a explosé, 2 millions de likes, c'est ce qu'il explique aux Parisiens. Il raconte aussi que c'est un peu grâce à cette tribune que la gauche s'est pris une raclée aussi monumentale au municipal. En tout cas, il a sauvé la droite bien malgré lui, juste en écrivant quelques lignes. Il aurait eu cette phrase aussi, « Je fais une tribune, tout s'arrête ». Alors le problème, c'est que le site du Lab Europe 1, la voici, cette tribune qu'on retrouve encore en ligne sur le site du Figaro, eh bien le site du Lab a un petit peu recompté les 2 millions de likes sur Facebook. Et en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt 142 500 likes. Ah oui, on n'y est pas. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors du côté des proches de Nicolas Sarkozy, on explique que c'est le Parisien qui s'en met les pinceaux, qu'il a confondu nombre de likes et nombre de reach, c'est-à-dire les personnes qui consultent la page sans qu'il n'y ait d'interaction, c'est-à-dire de likes. En tout cas, les chiffres n'étaient pas tout à fait les mêmes, et peut-être que finalement Nicolas Sarkozy n'a pas permis à la droite de s'imposer aussi facilement au municipal. Il y a peut-être d'autres éléments. Un parlementaire européen qui a de drôles arguments pour convaincre les jeunes de voter aux européennes. Alors c'est un article des dernières nouvelles d'Alsace qui fait le buzz aujourd'hui. On trouve une interview de Joseph Daul, qui est un membre de l'UMP, mais qui est aussi le chef des conservateurs au Parlement européen. Et il a donné une interview pour expliquer la façon qu'il a de convaincre les jeunes de voter pour les européennes et de s'intéresser à l'Europe. Alors cette petite phrase est reprise partout. Il dit « Quand j'ai des groupes de jeunes visiteurs au Parlement européen qui me disent que l'Europe ne sert à rien, je leur dis qu'à l'âge de 18 ans, quand je voulais aller à Kehl, une ville frontalière de Strasbourg, eh bien pour voir des films porno qui étaient interdits en France, il fallait parfois 2h30 pour passer la douane. On arrivait au cinéma et le film était terminé. Parfois, on avait même oublié de prendre des Deutschmark. Drôle de façon de convaincre les jeunes qui en laissent beaucoup sceptiques sur la toile. Certains se demandent, comme Paolo Vaca, qui est un homme politique néerlandais, je crois, « Oh my God, is this a fake ?» Est-ce que c'est une blague? Non, c'est une vraie interview. Tandis que l'abbé Grosjean critique une vision de l'Europe et des jeunes totalement réductrice selon lui. En tout cas, cette petite interview n'a peut-être pas convaincu les jeunes de s'intéresser à l'Europe, mais en tout cas, elle a fait le buzz aujourd'hui. Merci beaucoup, Karim. On vous retrouve un peu plus tard sur l'antenne de France 24. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, pardonnez-moi, heure de Paris. Très belle soirée. Tout de suite, le journal. À demain.